Prépaderne, droit administratif, thème 1, les AAU, focus sur les circulaires. Ça tourne. Bonjour à tous, suite à mon podcast, donc la fiche sur les AAU, et avant le podcast qui traitera des mises en situation avec des cas pratiques sur les AAU, j'ai pensé qu'il fallait vous faire un focus, un point sur les circulaires administratives. On l'a vu dans le premier podcast sur les AAU, vous savez, il y a les actes administratifs décisoires et les actes administratifs non décisoires. Je vous renvoie au premier podcast. Les AAU non décisoires ont des contenus non impératifs. C'est pourquoi on dit qu'ils ne font pas grief, car ils n'ont pas d'effet normatif. Ils ne vont pas modifier l'ordonnancement juridique. On a vu également, et je vous renvoie au premier podcast, que comme cet AAU ne fait pas grief, du coup, il est insusceptible de recours. On ne va pas le contester s'il ne fait pas grief. Nous avons vu également qu'il y avait comme type d'AAU non décisoire les circulaires, les lignes directrices, les avis, le droit souple, les actes préparatoires. Là aussi, je vous renvoie au premier podcast. Et que le principe selon lequel les AAU non décisoires sont insusceptibles de recours a été remis en cause, notamment par le dernier arrêt en date très important à savoir, Conseil d'État 12 juin 2020, JSTI. Donc, les circulaires en font partie. C'est-à-dire que si l'acte, donc la circulaire, a des effets notables sur le requérant, alors il est contestable. Donc, nous allons voir ici plus particulièrement les circulaires administratives. Seulement, il faut vraiment que vous ayez ce schéma en tête avant qu'on focus sur ce point-là. Rappelez-vous, l'administration a deux moyens d'agir. Soit par un premier acte juridique qui s'appelle l'acte administratif unilatéral, soit par un second acte juridique, les contrats, que nous verrons dans le thème numéro 2. Et j'ai bien dit que l'administration dispose de deux types d'actes juridiques, car on distingue en droit les actes juridiques des faits juridiques, les AAU ou les contrats. Dans les AAU, nous avons les AAU décisoires et les AAU non décisoires. Dans les AAU non décisoires, nous avons les circulaires. Donc, il faut vraiment que vous ayez ce schéma en tête. Écrivez-le si besoin pour l'avoir de visu. Et ensuite, expliquons. Les circulaires, si je devais l'expliquer vraiment de façon bateau, c'est la notice du Doliprane. Voilà, la notice du Doliprane. Elle va vous expliquer comment prendre votre Doliprane, à quelle fréquence, etc., les risques. La notice va vous expliquer comment fonctionne le Doliprane. Pour les circulaires, c'est pareil, je m'explique. La circulaire, donc, c'est un texte qui va venir commenter ou expliquer une réglementation ou une loi. Accrochez-vous là, soyez concentrés parce que c'est souvent là qu'il y a des confusions, chers étudiants. Concentrez-vous. Ce n'est pas un texte qui est normatif, donc ce n'est pas une loi, ce n'est pas une réglementation, mais c'est un texte qui va expliquer une réglementation ou une loi. Vous savez combien la loi est difficile à comprendre avec des mots barbares, entre guillemets, avec notre cher langage juridique. Donc, cette circulaire va venir expliquer nos lois, nos règlements assez compliqués, pour que tout le monde puisse justement comprendre cette loi ou cette réglementation sans se tromper en l'appliquant. Là, j'essaie de vulgariser pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, on va parler en termes juridiques. Comme d'habitude, on y va crescendo. Là, je parle avec des mots simples que tout le monde peut comprendre, parce qu'il faut d'abord comprendre avant d'apprendre. Ensuite, on ira un cran au-dessus, voire 10 000 crans au-dessus, avec des termes juridiques. Vous êtes là pour réussir le CRFPA, on n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, première chose à vraiment comprendre, la circulaire vient soit commenter, soit expliquer une réglementation ou une loi. Ce ne serait pas complet si je m'arrêtais à là. Quand, où, comment, dans l'administration. Donc ça peut être dans un établissement public, comme l'université par exemple, une circulaire va venir commenter ou expliquer une loi ou une réglementation du ministère pour que l'université l'applique en son sein. Donc, la circulaire va nécessairement émaner d'une autorité publique et elle est adressée à ses subordonnés. Donc, elle n'est pas adressée aux administrés de façon générale. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'université, elle va être à usage interne.
Monsieur X qui se balade devant l'université, il n'est pas concerné par la circulaire. Par contre, tous les agents de l'administration qui travaillent dans cette université, eux, seront concernés par cette circulaire. J'espère que maintenant c'est clair. En fait, il faut que vous compreniez que le terme circulaire, c'est une appellation générique, mais qui englobe plein de types de textes, les notes de service, les conseils, les ordres du jour, les directives d'organisation, etc. Tant que ce sont des actes qui émanent d'une autorité publique adressée à ses subordonnés, donc ça reste en interne, et qui vient commenter ou expliquer une réglementation ou une loi. Pourquoi ? Pour guider les agents dans l'application de cette réglementation ou de cette loi. Vraiment, comprenez ça. Maintenant que vous avez compris ça, avant de passer au gros calibre là, je vous replace dans le cours. Donc on est dans les AAU. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, car répéter, c'est enseigner, et c'est comme ça que vous allez comprendre. Dans les AAU, on a vu que l'administration dispose de 2 types d'actes juridiques pour agir. Attention, on parle d'actes juridiques à ne pas confondre avec faits juridiques. Donc, soit les AAU, actes pris unilatéralement, soit les contrats, actes plurilatéraux. Dans les AAU, nous avons 2 types d'AAU, les AAU décisoires et les AAU non décisoires. Les AAU décisoires vont modifier l'ordonnancement juridique, ils vont avoir un effet normatif. Alors là, pour le coup, ils vont contenir une norme, contrairement aux AAU non décisoires qui viennent expliquer une norme. Ils ne contiennent pas une norme, ils viennent l'expliquer. C'est le cas en tout cas des circulaires. Donc on est ici dans le droit souple. Le droit souple, c'est vraiment ce qu'il y a autour des règles de droit pur. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la littérature grise. Pourquoi ? Parce que c'est entre le noir et le blanc, c'est entre le rien du tout et une règle de droit. Si ça peut vous permettre de retenir tout cela pour le jour de l'examen du CRFPA ou pour le jour du partiel pour les L2 qui ont aussi cette matière à l'examen. Alors maintenant que vous avez compris, car il faut toujours comprendre avant d'apprendre, vous allez avoir le plaisir d'apprendre le reste. Donc la définition juridique de la circulaire, c'est un acte administratif, je pense que maintenant vous avez compris pourquoi, par lequel une autorité administrative s'adresse aux services placés sous son autorité hiérarchique pour leur indiquer ce qu'est, à son sens, l'état du droit et comment il doit être mis en œuvre. Donc le jour de l'examen, le jour du CRFPA, il faudra donner la définition juridique de la circulaire, mais surtout montrer que vous avez compris ce qu'est une circulaire. Si vous citez bêtement la définition juridique, c'est 0. Mettez-vous à la place du correcteur. Il faut que le correcteur puisse voir que vous avez réellement compris ce qu'est une circulaire et non que vous récitez bêtement le cours, ce que vous avez appris par cœur. Et après, vous l'adaptez à votre cas pratique. Vous expliquez que dans votre cas pratique, cet acte administratif a pour objet, par exemple, de donner une interprétation de la réglementation X ou de la législation X en vigueur qui émane du ministère X. Alors, indice, le plus souvent dans vos cas pratiques, la circulaire émanera du Premier ministre ou du ministre. Donc, le jour de l'examen, première étape, vous regardez de quel type d'acte il s'agit. Déjà, est-ce que c'est un contrat ou est-ce que c'est un AAU ? Si c'est un AAU, est-ce qu'il est décisoire ou non décisoire ? S'il est non décisoire, là, vous pouvez justement vérifier si c'est une circulaire ou non. Vous allez d'abord vous attarder sur l'auteur de l'acte. Attention, très important. L'auteur de l'acte est-il pourvu du pouvoir réglementaire ? Donc là, il y a 2 arrêts à savoir. Conseil d'État, 22 mai 1992, Gisti. Attention à ne pas confondre avec celui de 2020. Et Conseil d'État, 7 février 1936, Jamard. Je vous les mettrai en barre d'information comme d'habitude. Donc vous vérifiez bien la compétence de l'auteur de la circulaire pour prendre ce type d'acte. Ensuite, il faut vérifier si l'interprétation de la norme supérieure est exacte, car comme je vous l'ai expliqué, la circulaire vient interpréter ou vient commenter ou expliquer une réglementation ou une loi. Par exemple, je vous reprends l'exemple de la notice du Doliprane. Si la notice du Doliprane est fausse, là, vous pourrez peut-être faire un recours, on est bien d'accord. Donc, il faut vérifier si il y a une interprétation erronée ou contraire à une norme supérieure. Si ce n'est pas le cas, alors le juge pourra l'annuler.
Ensuite, et c'est là le cœur du sujet, on y arrive. Quid du recours, du REP, le recours en excès de pouvoir? Ne vous inquiétez pas, là nous sommes dans les premiers thèmes de droit administratif. Nous aurons tout le temps de voir ensemble ce qu'est le REP, les recours, les différents types de recours. Là, la question est autre, c'est le principe qui dit que une circulaire est insusceptible de recours. Oui, mais le juge administratif a augmenté l'intensité du contrôle qu'il a sur les circulaires. Et tout ça a commencé en 1954. Imaginez que je vous raconte une histoire parce qu'il faut vraiment que vous restiez concentrés. Donc tout ça a commencé avant 1954. Retenez cette date, avant 1954. Circulaire égale recours systématiquement refusé. Qu'est-ce qu'il y a eu en 54 ? Essayez de trouver par vous-même. Vraiment, si vous voulez réussir le jour de l'examen, il ne faut pas écouter ces podcasts comme une chanson, d'accord ? Essayez d'anticiper, de comprendre et de vous accrocher. On se réveille. Ce qui s'est passé, c'est l'arrêt Conseil d'État, 29 janvier 1954, Notre-Dame du Cresquer. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Tous les arrêts que nous voyons en droit administratif seront en barre d'infos. Donc, dans cet arrêt, le juge administratif fait un premier pas. C'est le petit premier pas du Conseil d'État. Il va distinguer les circulaires interprétatives des circulaires réglementaires. Donc là aussi, vous pouvez faire une flèche. Premier pas, Conseil d'État, 29 janvier 1954, Notre-Dame du Cresquer. Flèche à gauche, par exemple, circulaire interprétative. Flèche à droite, circulaire réglementaire. C'est quoi la différence? Que se passe-t-il? C'est que si la circulaire est réglementaire, le recours sera possible. Allez, on ouvre la brèche. Le recours sera possible contre la circulaire. Alors que si la circulaire est dite interprétative, là, le recours ne sera pas possible comme avant 1957. Alors, bref explication, une circulaire réglementaire, ça veut dire qu'elle ajoute une nouvelle règle. Elle modifie l'ordonnancement juridique. Comme je vous l'ai dit, une circulaire était censée seulement commenter, expliquer une réglementation ou une loi. Mais si cette circulaire vient rajouter une nouvelle règle, dans ce cas-là, elle n'est plus en train de simplement commenter ou expliquer une réglementation ou une loi. Elle devient une réglementation ou une loi. Donc, elle devient normative. Donc, ça veut dire que du coup, elle fait grief. Et donc, ça veut dire que le recours est possible. Vous voyez la logique ? En fait, ça a l'air barbare, le droit administratif, mais en fait, c'est passionnant et c'est logique et ça vous arrive à tous dans votre vie de tous les jours. Et pour ceux qui aiment la politique, nous verrons après avec un exemple avec la baya. Je continue. Donc, circulaire réglementaire qui ajoute une règle nouvelle. Circulaire interprétative qui ne fait que interpréter un texte sans modifier l'ordonnancement juridique. Je reprends mon exemple de la notice du Doliprane. C'est censé être une simple notice. Et imaginons qu'en plein milieu de la notice, je décrète que ceux qui prennent plus de 3 Doliprane par jour auront une amende de 4 000 €. C'est totalement n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez. Là, je mets une règle dans ma notice. Donc, c'est plus seulement une notice. Ça devient une règle, donc une réglementation. Donc, on peut faire un recours contre cette réglementation. Ce n'est plus une simple circulaire, entre guillemets. Vous comprenez, là c'est pareil. Donc si la circulaire est réglementaire, c'est-à-dire qu'elle ajoute une règle nouvelle, bam, recours possible, parce que quoi ? Parce qu'elle modifie l'ordonnancement juridique, vu qu'il y a une règle nouvelle. Alors que si elle ne fait que interpréter un texte sans modifier l'ordonnancement juridique, là c'est une circulaire interprétative. Elle est seulement là pour rappeler le droit existant. Donc un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le droit, avec cet arrêt CE 29 janvier 1954, Notre-Dame du Cresquer. Circulaire interprétative versus circulaire réglementaire. Ensuite, le juge va faire un second pas, un deuxième pas plutôt, où il va élargir encore la possibilité de recours. Et le juge administratif, vous connaissez les publicistes, team publiciste, va inventer une nouvelle distinction. Dans quel arrêt? Est-ce que vous voyez de quel arrêt je parle? Parce qu'il est assez connu pour les publicistes. Conseil d'État, Duvinière, nouvelle distinction. Le Conseil d'État propose un nouveau critère circulaire à caractère
impératif versus circulaire à caractère non impératif. Et dans cette distinction, ce seront les circulaires à caractère impératif qui pourront faire l'objet d'un recours, tandis que les circulaires à caractère non impératif ne pourront pas faire l'objet d'un recours. Donc là, on se base vraiment sur le contenu. Si le contenu est impératif, peu importe d'ailleurs qu'il soit réglementaire ou qu'il ne soit pas réglementaire, il pourra être susceptible de REP, de recours pour excès de pouvoir. Tandis que les circulaires non impératifs, dont le contenu n'est pas impératif, dont le contenu est non impératif, là, recours impossible. Et enfin, ensuite, jamais 203, l'arrêt Gisti de 2020, attention, CE 12 juin 2020, Gisti. Grande avancée pour le citoyen. Ce n'est pas une blague, vraiment, vraiment. Nous avons jugé que le citoyen pouvait désormais demander au juge administratif de contrôler ou annuler pour illégalité tout document de portée générale s'il est susceptible d'avoir un effet notable sur le citoyen. Souligner 3 fois effet notable, ou 4 fois, 5 fois, 6 fois. Alors cet arrêt ne concerne pas seulement les circulaires, il concerne le droit souple de façon générale, mais les circulaires en font partie, donc on doit le citer pour les circulaires. Et il fait suite à l'arrêt Conseil d'État Fervesta 21 mars 2016. Donc vraiment cet arrêt Gisti 2020 est à savoir. Attention, attention chers étudiants, car beaucoup d'ouvrages que vous lisez ne sont pas à jour de cet arrêt. D'où le mail de l'étudiante que j'ai eu. Donc faites attention pour le jour de l'examen. Faites attention à ce que vous lisez sur Internet. Regardez toujours si les documents que vous lisez sont à jour. Donc là, l'arrêt Gisti impose clairement que si l'acte a des effets notables sur le requérant, alors il est contestable. Donc, REP possible. Et là aussi, je vais répéter, car répéter, c'est enseigner, et c'est vraiment comme ça que vous allez apprendre par cœur. Donc, je vais vous montrer les petits pas du Conseil d'État. Donc, avant 1954, circulaire égale recours refusé. Bim! Premier pas, Conseil d'État, 29 janvier 1954, Notre-Dame du Cresquer. Circulaire interprétative versus réglementaire. Réglementaire pose une règle nouvelle. Bim, recours possible. Deuxième petit pas, le juge avance. Conseil d'État, 18 décembre 2002, Duvinière. Circulaire impérative versus circulaire non impérative. Si ça a un caractère impératif, bim, recours possible. Si elles font grief, même si elles ne sont pas réglementaires. Ensuite, le Conseil d'État continue à avancer. BIM, CE, 12 juin 2020, Gisti. Gisti, tout citoyen peut demander au juge administratif de contrôler ou annuler pour illégalité tout document de portée générale s'il est susceptible d'avoir un effet notable sur le citoyen. Donc, la circulaire, vu qu'on parle des circulaires ici, est, depuis 2020, susceptible de recours à partir du moment où elle a des effets notables sur le citoyen. À vous, chers futurs avocats, de prouver que la fameuse circulaire a des effets notables sur le citoyen. À vous de défendre votre client. À savoir qu'il faut toujours vérifier, comme je vous l'ai dit, la compétence de l'auteur de la circulaire pour prendre ce type d'acte. Est-ce qu'il est vraiment compétent ? Les deux arrêts à savoir, là aussi je répète, Conseil d'État 22 mai 92, Gisti, Conseil d'État 7 février 1936, Jamard, et toujours vérifier que l'interprétation de la norme supérieure faite par la circulaire n'est pas erronée. Elle doit respecter la hiérarchie des normes, d'accord ? Maintenant que vous savez tout ça, donc ça il faut vraiment savoir par cœur, c'est un complément de mon premier podcast sur le cours les AAU. Il faut maintenant répéter, apprendre par cœur, répéter, apprendre par cœur. Et dans mon prochain podcast, nous ferons des mises en situation, des cas pratiques que nous allons pour la plupart corriger ensemble. Vous pourrez vous entraîner et de façon intensive. On fera un échauffement comme des sportifs et après l'échauffement, on passera au dur. Maintenant, passons à un exemple d'actualité, l'abaya,
qui vient vraiment restez accrochés, d'une circulaire ministérielle. Alors, petit aparté, je ne ferai pas de commentaires politiques à ce sujet, je suis votre enseignante. Point. Je n'ai pas à donner d'avis politique et ce n'est pas le but. Le but ici, c'est que vous compreniez la circulaire administrative, que vous compreniez les rouages, que vous compreniez comment ça se passe. Et justement, peu importe votre avis sur l'abaya, vous pourrez soutenir votre avis avec des éléments juridiques, avec des éléments concrets et tangibles, et pas simplement donner votre avis sans vous être renseigné avant. Alors, la note de service du 31 août 2023 du ministre de l'Éducation nationale, M. Gabriel Attal, d'ailleurs je vous encourage à les savoir par cœur, à réviser tout ça. À force de lire, vous n'aurez même pas besoin de les apprendre par cœur, vous allez les savoir par cœur, car il s'agit de votre culture générale, de votre culture juridique. Gabriel Attal donc a pris une note de service. La note de service est en ligne, vous pouvez la trouver très facilement sur Légifrance, vous la trouverez facilement. Cette note de service, quand on la lit, c'est marqué qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L141-5-1 du Code de l'éducation. Alors je vous encourage à aller voir cet article. C'est l'article qui dit que dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes de tenue par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdite. Donc cet article du Code de l'éducation, donc l'article L141-5-1, a été inscrit dans le Code suite à la loi du 15 mars 2004. Donc on était trop petits, certains peut-être s'en rappellent. La loi du 15 mars 2004, c'est la loi qui avait à l'époque interdit le port des signes religieux ostentatoires et ça avait déjà fait du bruit à l'époque. Donc, suite à cette loi du 15 mars 2004, on a intégré dans le Code de l'éducation ce fameux article L141-5-1 qui interdit le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics. Vous remarquerez qu'il n'y a pas l'université. Donc là, déjà, en tant que bon juriste, premier point que vous devez voir, c'est que du coup, on a bien un texte qui vient expliquer ou commenter une norme, une réglementation ou une loi. Parce que là, la note de service du 31 août 2023 de M. Gabriel Attal se fonde, et c'est écrit noir sur blanc si vous lisez la note de service, sur l'article L141-5-1 du Code de l'éducation. Donc, on peut déjà se dire, donc c'est un texte qui commente une réglementation en vigueur. Et là, on se dit, circulaire. Voyons l'auteur de l'acte. L'auteur de l'acte, c'est M. Gabriel Attal. Est-ce que M. Gabriel Attal est pourvu du pouvoir réglementaire? Oui. Donc là, on se dit encore plus circulaire. Ensuite, est-ce que la note de service est contraire à une norme supérieure? Est-ce qu'elle respecte bien la hiérarchie des normes, oui ou non? Et oui, le fondement est l'article L141-5-1 du Code de l'éducation qui reprend la loi du 15 mars 2004. Donc, je vais arrêter le suspense, on est bien en présence d'une circulaire, et plus précisément d'une circulaire ministérielle. Rappelez-vous, je vous ai dit en début de podcast que souvent, vous allez tomber sur des actes émanant de ministres ou du Premier ministre s'agissant des circulaires. Je vous encourage vraiment à aller la lire car vous aurez un exemple concret. Quand on voit le plan de la note de service du 31 août 2023 prise par le ministre de l'Éducation nationale, M. Gabriel Attal, on voit bien que c'est marqué petit 1, les inspecteurs de circonscription, les directeurs d'école et les chefs d'établissement bénéficient de l'appui des équipes académiques, valeurs de la République. Petit 2, un dialogue doit d'abord être engagé dans un temps resserré. Petit 3, en cas d'échec de cette phase, une procédure disciplinaire sera systématiquement engagée, etc., etc. Donc vous voyez que la note de service est là pour expliquer comment on met en place l'article L141-5-1 du Code de l'éducation au sein de l'établissement. Donc là, si on vient vous voir pour contester cette note de service du 31 août 2023 du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, en tant qu'avocat, donc vous mettez la politique de côté, en tant qu'avocat, vous vous dites « Ok, je suis face à une circulaire ministérielle.
On a vérifié l'auteur, on a vérifié le contenu, on a vérifié qu'elle respectait la hiérarchie des normes. On a vérifié ces 3 choses. Donc, depuis l'arrêt Gisti, le seul moyen pour faire un REP contre cette note de service serait donc de prouver que cette note de service a des effets notables sur les requérants. Et donc là, vous pourrez expliquer à votre client que depuis l'arrêt Gisti du 12 juin 2020, le Conseil d'État a ouvert la porte à tout citoyen. Tout citoyen peut désormais demander au juge administratif de contrôler ou d'annuler pour illégalité tout document de portée générale s'il est susceptible d'avoir un effet notable sur les citoyens. Encore faut-il prouver l'effet notable. C'est votre boulot en tant qu'avocat. J'espère vraiment qu'à travers cet exemple, ça vous montre que le droit administratif, ce n'est pas un droit abstrait qui ne nous concerne pas, qui est barbare. Non, c'est un droit passionnant, c'est un droit qui nous concerne tous, qui vous concerne. Et d'ailleurs, j'espère surtout que vous aurez compris ce qu'est une circulaire et comment ça se passe le jour de l'examen si vous avez une circulaire. Pour votre culture générale, ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est que l'association Action Droit des Musulmans n'a pas, je ne sais pas quel est le fond, n'a pas voulu attendre pour faire un REP, parce qu'un REP c'est assez long, mais elle a fait un référé liberté. Alors, on le verra en procédure administrative, ne vous inquiétez pas. Brièvement, pour que vous compreniez, le référé liberté en procédure administrative, parce que c'est différent de la procédure civile, c'est pour, entre guillemets, aller plus vite. C'est l'article 525-2 du CJA. Et il faut 3 conditions pour agir en référé liberté. Il faut qu'on démontre une urgence. Il faut qu'on démontre qu'il y a une liberté fondamentale en cause. Et il faut qu'on démontre que cette atteinte est assez grave et manifestement illégale. Et donc, l'ASSO, ici, donc l'association Action Droit des Musulmans, a exercé ce référé liberté contre la note de service du 31 août 2023 de Gabriel Attal, donc devant le Conseil d'État. Et donc, l'ASSO a demandé au Conseil d'État d'en suspendre l'exécution en attendant de pouvoir la faire annuler ensuite et de faire le recours via le REP. Mais là, c'est plus long. Donc l'audience a eu lieu le 5 septembre 2023. Vous pouvez aller voir la décision du Conseil d'État qu'il a rendue en formation collégiale, donc c'est le juge des référés qui l'a rendue le 7 septembre 2023, Association Action Droit des Musulmans, numéro 48 78 91, je le mettrai également en barre d'infos. Qu'a dit le Conseil d'État ? Le Conseil d'État a dit que l'association n'avait pas montré que la circulaire était manifestement illégale. Or, juridiquement, parce que là on parle de droit et pas de politique, il aurait fallu, donc si vous êtes l'avocat de l'association, en référé liberté, il faut que vous démontriez, comme je vous ai dit, l'urgence, donc qu'il y a une urgence. Deuxièmement, qu'il y a une liberté fondamentale en cause. Et troisièmement, que l'atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale. Donc, il faut ces 3 conditions cumulatives, c'est-à-dire qu'il faut les 3. Elles ne sont pas alternatives, elles sont cumulatives. Et donc là, cette 3e condition qui n'a pas été prouvée, que l'atteinte portée à cette liberté soit grave et manifestement illégale. Vous avez compris ? Parce que là, je parle d'un point de vue juridique. Donc, quand vous voyez des journaux de droite comme de gauche vous dire que le Conseil d'État a interdit l'abaya ou que le Conseil d'État a validé l'interdiction de l'abaya, juridiquement, c'est faux. Non. Le Conseil d'État a jugé que l'association n'avait pas démontré que la circulaire était manifestement illégale. Donc là, si vous êtes l'avocat de l'association Action Droit des Musulmans, il vous faut quoi ? Il vous faut montrer que la circulaire est manifestement illégale. Ensuite, vous pouvez toujours agir en REP, grâce et depuis l'arrêt Gisti, Conseil d'État, 12 juin 2020. Donc encore une fois, pas de politique de ma part, mais du juridique. Par contre, vous pouvez vous servir de ces éléments juridiques pour appuyer vos propos politiques, éviter que vos propos politiques soient creux, briller par vos compétences. Ce sujet étant d'actualité, il pourra toujours vous servir au grand oral, en culture générale, en culture juridique, il tombera peut-être aux examens. Le but, c'est vraiment que vous deveniez les meilleurs en comprenant et
en utilisant des exemples concrets comme je l'ai fait là. La prépa d'ERM en ligne, elle n'est pas gratuite au final. Elle n'est pas gratuite, pourquoi ? Parce que la contrepartie que j'attends, c'est que vous réussissiez. Donc là, je pense et j'espère que vous avez compris ce qu'est la circulaire. Apprenez tout par cœur, gardez le plaisir d'apprendre. Si vous passez un moment de doute, un moment difficile, accrochez-vous, l'année passe très vite. Accrochez-vous et on se retrouve pour les mises en situation avec des cas pratiques. Bon courage et bon travail.